semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 24 septembre 2022 pour lequel j'ai convié François-Xavier Noumon qui sera face à Habib Arandessi, respectivement, journaliste chroniqueur au sein du groupe de presse E-Télé et l'autre qui est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Avec eux, nous parlerons des sujets suivants. Adhésion de Salomon Karimou au bloc républicain, projet de loi portant modification du code pénal et imperfections et recommandations autour de la liste électorale informatisée provisoire. Avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Gbedjomede, d'Akpakpa, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomede, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage sur Info Hebdo, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Xavier et bonjour aux internautes. Xavier, merci d'être là encore. Merci. Bonjour Kader, bonjour C'est facile de vous Habib. convaincre pour être là. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. À tous ceux qui nous suivent. Alors, Habib Arandessi, l'actualité politique se poursuit avec le mercato politique qui se poursuit également avec les démissions et les adhésions de part et d'autre. Cette semaine, le ministre Salomon Karimou qui claque la porte à l'Union progressiste Le Renouveau pour le bloc républicain en tant qu'acteur politique, puisque vous opinez beaucoup sur le plan politique, vous êtes militant politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la mode aujourd'hui, la transhumance politique. Je dirais même que c'est une recommandation de la réforme du système partisan, puisque nous voyons les va-et-vient. En réalité, c'est la preuve d'ailleurs que la classe politique actuelle, en tout cas au sommet de l'État, n'a aucune conviction, n'a aucune ambition pour le bas peuple, aucune idéologie. Vous voyez des gens qui quittent la gauche pour la droite et des gens qui quittent la droite pour la gauche. Et vous vous posez la question, quel est l'idéal politique que défendent ces gens-là. Mais il faut comprendre aujourd'hui aussi que c'est l'intérêt politique. Chacun veut sauver son fauteuil, chacun veut avoir une place au sein de la prochaine, je pense, veut avoir une place à l'Assemblée nationale en 2023. Donc, c'est le jeu qui se joue. L'autre schéma est qu'on voit, pour ceux qui démissionnent un peu partout pour rejoindre l'Union progressiste, le Renouveau, je pense, ou bien l'UP, le Renouveau, vous allez remarquer que l'analyse que les gens font, c'est que Diogbenou serait le dauphin de Patrice Talon. Et tout le monde veut être du côté du pouvoir en 2026. Et ce qui est bizarre, c'est que le président de la République, lui-même, il est tranquille, il les observe, il a certainement son jeu, et qui n'est pas forcément ce que nous remarquons au niveau de chaque formation politique. Au niveau de chaque formation politique. Alors, François-Xavier, avant de revenir dans un instant vers vous,
Habib Arandissi, Salman Karimou, cette posture politique, comment vous l'analysez? Je dois reconnaître quand même que ça fait mauvais genre, surtout venant de personnes, bon, je ne dirais pas personnalité politique, parce qu'avant tout, il est ministre de la République. Bon, on lui connaît en tout cas, pas une grande carrière d'activiste politique, même si on l'a vu sur le terrain plusieurs fois. Là, ça fait quelque peu mauvais genre en tout cas, de changer d'écusson comme ça à quelques mois des législatives. On voit là, si on doit faire une lecture claire, c'est le calcul politicien qui a primé, qui a motivé ce mouvement. Parce que si on regarde un peu, c'est qu'au niveau du BR, dans le plateau, on va dire on peut dire au regard des dernières démissions qu'il y a peut-être un vide, il y a des places à prendre. Peut-être que de l'autre côté de l'UP, le renouveau, il y a un peu, il s'est coincé, il y a un peu d'embouteillage, donc on se parachute vers le BR. Voyez un peu une volonté de se positionner pour oui, pour moi, c'est un calcul politicien très clair. Et au moins, je pense que fondamentalement, pour des personnalités publiques de cette envergure, je pense qu'il serait quand même important que, quand bien même ils exercent leur liberté, parce que je l'ai dit la semaine passée ici sur ce même plateau, aucune loi ne peut restreindre ce type de mouvement. Moi, ce qui me rassure dans la réforme du système partisan, c'est au moins que les mandats électifs soient cadenassés. C'est-à-dire que ce qui se passe là, vous ne pouvez pas le faire à l'Assemblée nationale, par exemple. Vous pouvez peut-être changer d'écurie, même au conseil municipal, mais la majorité ne bouge pas. Au moins, ça, c'est cadenassé. Donc, vous pouvez tourner en rond comme vous voulez. Mais ça, au moins, la durée du mandat, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas perturber l'équilibre existant. Ça, au moins, c'est gagné. Mais après, la loi ne peut pas restreindre la liberté des individus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est quand même important que les personnalités politiques assument leur choix. C'est-à-dire qu'il aurait été intéressant, il aurait été bénéfique pour le débat politique que, surtout pour un ministre, une personnalité, nous dise exactement pourquoi il change d'écusson. Je pense que les hommes politiques doivent pouvoir commencer par apprendre cela. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura une sortie médiatique. Je pense que ce qui est normal, c'est qu'on le fait avant. On ne le fait pas après. Parce que quand on le fait après, disons, c'est un peu comme si on vient réparer une situation. C'est le pompier on vient jouer au sapeur-pompier. Donc je pense que ça participe quand même. Ça devrait devenir... Ce serait bien que ça devienne une norme. Quand même, surtout que les personnalités politiques de premier plan, comment je vais dire, s'expliquent sur leurs faits et gestes. Parce qu'ils sont scrutés, les gens les suivent, les gens croient en eux certainement, les populations, ils ont une audience appréciable auprès des populations. Donc, c'est simplement garder le fil conducteur avec ces populations-là que de leur dire. Après, reste aux populations de juger le bon, de juger de la justesse de leurs actes ou pas. Donc, pour moi, voilà, cette démission spécifiquement, c'est du calcul politicien primaire. Je pense qu'il y a une opportunité à prendre de l'autre côté. C'est un homme du coin, c'est sa région naturelle. Il se dit, sous l'autre bannière, il a plus de chances d'avoir un bon positionnement et de pouvoir... Je reviens par rapport à deux questions précises. Je me retourne d'abord vers Habib Arandissi. Est-ce qu'on peut voir à travers, on ne va pas focaliser le débat sur le ministre Salman Karimou, peut-être que les semaines, les jours à venir, d'autres ministres aussi nous réservent des surprises au regard d'autres enjeux politiques, mais est-ce que de tels agissements de la part de partisans du chef de l'État ne relate pas une méconnaissance des fondements de la réforme du système partisan? Mais c'est ce que nous avons toujours dit sur ce plateau. La réforme du système partisan est un échec. Je l'ai dit. Pour vous? Oui, c'est un échec du moment où les fondamentaux, les raisons avancées pour aller à cette réforme. Parmi ces raisons, il y a par exemple les transhumances politiques. Mais vous avez remarqué que c'est au cours de cette réforme qu'il y a encore plus de transhumance. C'est bien dommage que ceux qui sont porteurs de cette réforme agissent ainsi. C'est bien dommage. Et le drame est que c'est un cliché que ces gens-là présentent à nous jeunes acteurs politiques, nous qui venons. C'est-à-dire on est en train de nous montrer tout simplement que lorsque l'intérêt tombe de l'autre côté, il faut sauter. Et en même temps, si demain les choses changent un peu, il faut sauter à gauche. Donc à gauche, à droite. Ça montre tout simplement que
Pour vous, ce n'est pas un bel exemple? Non, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Ce n'est même pas une éducation. C'est d'ailleurs pourquoi il dit nous n'avons pas de modèle au sein de la classe politique. Hein, ceux qui nous dévancent, nous n'avons pas de modèle, nous n'avons pas des exemples. Alors, pour le développement d'un pays, il faut une classe politique saine. Il faut des hommes de conviction. Il faut des hommes sérieux qui incarnent une certaine constance dans leur positionnement. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui des ministres de la République. Vous imaginez? Et je pense que le président de la République doit mettre fin à cette pagaille. C'est de la pagaille. C'est vrai que nous sommes libres de sauter à gauche et à droite, mais ça ne fait pas une bonne image, même pas pour le président de la République. Donc, il doit taper voilà, pour que ces agissements cessent, réellement cessent. C'est ceux qui sont... Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'une intervention du chef de l'État pourrait amener les gens à évoquer la question de démocratie en ce qui concerne l'adhésion ou pas? Non, le président de la République ne va pas agir aux yeux de tout le monde. Ce sont ses formations politiques, qu'on le veuille ou pas. Le BR, oui, ce sont ses formations politiques. Le BR et l'UP répondent au nom de la mouvance présidentielle. Nous savons comment ces partis politiques ont été créés. Vous voyez, je disais tout à l'heure, la formation politique qui reçoit aujourd'hui du monde, c'est l'UP Renouveau. Et je vous ai dit le cas qui se fait. Les acteurs politiques de notre pays ne pensent pas au développement. Et ça m'amène à dire qu'au sommet de l'État, il n'y a qu'un seul individu qui compte. C'est le président de la République, Patrice Talon. C'est lui qui incarne la vision de la rupture. Il est tout à la fois, il est la mesure. Et ça fait peur. Ça fait peur en ce sens que si demain il laisse le pouvoir, il n'y aura pas quelqu'un qui va continuer sa dynamique. Autrement, les gens ne sont pas autour du président de la République parce qu'ils ont compris. S'ils avaient compris, on ne va pas constater ces va-et-vient. Ils sont autour du président de la République parce qu'il a le pouvoir. Et déjà, nous sommes à 3 ans de la fin de son mandat constitutionnel et les calculs se font déjà. On se dit, avec le mouvement actuel, Diogbenou risque d'être le prochain président de la République. Je ne crois pas, je ne pense pas, je ne le souhaite même pas. Mais Diogbenou pourrait être le président de la République de 2026. Alors là, il faut commencer déjà par sauter. Et c'est ce que les gens font. On quitte BR pour l'UP, on quitte même l'opposition pour l'UP. Et puis, c'est du désordre total. Je pense que quelque chose doit être fait dans ce sens. Voilà. Dans ce sens, selon vous. Alors, je me retourne vers vous, cher ami, pour vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut déduire de ce mouvement politique de Salomon Karimou des conséquences de l'adhésion de Jean-Michel Abimbola au Parti Union Progressiste de Renouveau? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que du côté du BR, on a l'impression, en tout cas quand on compte les personnalités de premier plan dans ces arrondissements, dans ces circonscriptions électorales, on a l'impression, je ne dis que ce n'est qu'une impression, parce qu'au final, c'est ce qui sort des urnes qui fait foi. Mais ce n'est qu'une impression, quand on prend les personnalités, on a l'impression que dans le plateau, le BR est plutôt dépeuplé. Encore une fois, j'insiste, ce n'est qu'une impression. Donc, on peut se dire que le ministre, de par son envergure, peut se dire, bon, voilà, il y a un embouteillage du côté de l'UP, le Renouveau, replions-nous du côté du BR. Encore que le calcul peut être, voilà, BR et UP, ce sont peut-être les deux mamelles de la même vache. Ce n'est pas comme si, en parlant d'idéologie, je suis d'accord avec le diagnostic qu'il nous faut encore du chemin en termes d'idéologie. Mais ce n'est pas comme... Ce n'est pas... diagnostic qu'a fait tout à l'heure, oui. Ici, il pose une véritable problématique, si on peut le dire ici, oui. Où on a comme l'impression que la classe politique agit pour satisfaire Patrice Talon et non pour satisfaire les idéaux de Patrice Talon. Oui, cette question aussi est importante. Cette question, je pense que je partage partiellement parce que je ne suis pas dans la conscience de tous ces individus pour savoir s'ils n'ont pas de conviction ou pas. Mais effectivement, on peut se dire comme impression. On peut se dire que les uns et les autres sont déjà dans les calculs on va dire, se projettent de l'après-talon. De l'après-talon en 2026. Même si je pense que je pense que le personnel politique n'est pas si naïf que ça de penser que oui, parce que Diogbenou a pris le Renouveau qui serait le. On est encore 3 ans. C'est ce discours qui est véhiculé. Oui, bon, ils sont bien naïfs de le croire parce que 3 ans, c'est énorme. Dans le temps politique, c'est quand même assez précieux. Je pense qu'il serait très dangereux
de parier là-dessus. Non pas que je sois contre Maître Gbénou ou pour un autre, mais je dis 3 ans dans la vie de mandat, c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a les législatives, il y a la prochaine législature, la prochaine mandature qui peut changer beaucoup de choses. On ne sait pas, exactement. Peut beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. On est encore très loin de 2026. Je pense que c'est pour cette législature-là que les gens doivent se battre, évidemment, parce que ça va décider de beaucoup de choses. Ça pourrait décider de beaucoup de choses. Donc l'enjeu est là, l'enjeu est à côté. Maintenant, bon, si certains veulent faire des plans sur la comète, ça c'est leur problème, c'est leur avis. Donc je pense fondamentalement que, oui, évidemment, il y a des calculs de partout. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Mais seulement que c'est la manière dont les choses sont opérées qui me pose problème. Parce que pour moi, je n'ai pas l'impression, pour moi personnellement, je n'ai pas l'impression que la réforme soit un échec. Parce que qu'est-ce qui bouleverse un peu les choses? Ça, on peut déplorer, on peut être d'accord là-dessus. Les changements de bord hâtifs, surtout à la veille des élections, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Puis quand on parle de transhumance politique, réellement, ça compte. Encore une fois, pour les mandats électifs. C'est quand vous avez à l'Assemblée nationale, vous devez voter un budget. Vous savez qu'il y a une opposition, il y a une mouvance. Vous connaissez le nombre de voix. Et du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que, bon, voilà, dans la nuit, Habib a quitté tel groupe parlementaire et c'est ou bien a fait dissension, s'est retrouvé avec 6 membres, nouveau groupe parlementaire, vote avec la majorité ou bien s'oppose avec le truc là. Ça, parce que ça a une incidence nette sur la vie des citoyens. C'est un peu comme aussi dans une mairie. Vous vous dites, bon, on a voté pour telle majorité, et du jour au lendemain, les populations ont voté pour telle majorité, on sait que c'est tel maire, le maire dit non avec sa majorité qui sont là. Et puis du jour au lendemain, le jeudi, 2 conseillers partent, la majorité change, le lundi, ça revient au gré. Oui, ça, c'est une instabilité politique. Je pense que cette loi a réglé ça. Maintenant, pour la mobilité des gens, je pense que ça, il y a la loi, il y a ce que les hommes en font. Et ça, encore une fois, aucune loi ne peut conditionner ce que les hommes pensent. Et on parle d'idéologie, le comportement, la posture. Et ça, c'est quelque peu fâcheux. Je pense qu'il va falloir encore quelques années pour que... Et ça, c'est une responsabilité de la jeunesse. Je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut assister à un changement de génération. Maintenant, pour peu que ceux qui viennent s'enracinent dans une idéologie pour que la ligne de démarcation soit claire. Parce qu'aujourd'hui, je disais que l'UP et le BR, l'UP, le Renouveau et le BR sont les 2 mamelles d'une même vache. Mais en réalité, quand vous regardez leur idéologie, bon, la ligne de démarcation n'est pas si claire que ça. Et ça pose problème, évidemment. Ça pose problème, évidemment. Alors, tout à l'heure, Habib ici, votre vis-à-vis a parlé de responsabilité de la jeunesse. Vous avez dit dans vos propos tout à l'heure que cette classe politique ne vous paraît pas comme un modèle. Alors, quel est aujourd'hui le rôle de la jeunesse ou dans quelle posture doit se retrouver la jeunesse face à ce type de choses? Non, la jeunesse doit construire son propre modèle. Déjà, nous avons des gens au sommet de l'État. Non, nous avons déjà des aînés politiques qui nous montrent un cliché. Et nous sommes conscients que ce cliché n'arrange pas le développement de ce pays. En parlant même avant de venir à la responsabilité de la jeunesse, la réforme du système partisan n'a pas d'avenir. Allez écrire ça quelque part, voir. C'est-à-dire, déjà, on peut déjà faire une projection. Si la réforme, elle est épousée, on ne va pas remarquer ces va-et-vient. C'est parce que la réforme n'est pas encore épousée. Il y a une certaine contrainte. Il y a une certaine contrainte de rester avec Patrice Talon. Il y a une certaine peur. Ce n'est pas épousé. C'est la peur qui pousse les gens à rester. Oui, mais alors, ça, c'est la responsabilité individuelle. Patrice Talon n'a pas... Alors, mais ce qui va se passer... Non, cette réforme a besoin de vie. De vie. C'est-à-dire, cette réforme doit vivre. Oui. Et pour lui donner la vie qu'il faut, c'est-à-dire sur le long terme, c'est les acteurs actuels qui doivent montrer déjà, c'est-à-dire ce qui peut se passer d'ici 3 ans. À la veille des élections présidentielles de 2026, vous allez remarquer que la réforme va tomber. Chacun va commencer par... C'est comme un bateau qui veut se noyer ou bien qui veut s'écrouler. Les rats vont commencer par sauter. Chacun va se reconstituer. Et là, c'est la réforme du système partisan qui est à l'eau. Parce que parmi les premières raisons avancées après le diagnostic, non seulement nous avons la question de transhumance, mais nous avons la question des grands regroupements. Aujourd'hui, Talon est là, il a le pouvoir, il a encore 3 ans.
nous voyons les va-et-vient entre BR. Des gens n'ont même pas envie de rester ni dans l'UP, ni dans BR. Ils ont moins le BR. Non, justement. Le parti révolutionnaire. Parce que Patrice Talon est là, ils n'ont pas le choix. Et ce qui va se passer à la veille... Vous qui n'ont pas le choix. Non, mais ils n'ont pas le choix. Nous sommes non seulement acteurs, nous sommes aussi observateurs. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Et à la veille de 2026, lorsqu'ils vont réellement sentir que le président de la République actuelle va respecter la Constitution et va laisser le pouvoir, il a déjà dit. Ils vont, non. Il a déjà dit. Non, nous sommes dans un système... De son second mandat. Nous sommes dans un système où il n'y a pas de rapport de force. Okay. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Talon a écrasé presque tous ceux qui sont devant lui, en face. Il n'y a pas un rapport de force. C'est-à-dire, il n'y a pas un rapport de force pour contraindre un président de la République à respecter la Constitution de notre pays. Il peut introduire une révision de la Constitution à l'Assemblée nationale pour lui accorder un troisième mandat. Ça va passer comme... On entend déjà des langues. Oui. Ça va passer comme une lettre à la poste. Malheureusement. C'est vous qui le dites. Non, ça va passer comme une lettre à la poste. Ça va Oui. passer comme une lettre à la poste du moment où ceux qui doivent faire face au régime pour faire l'équilibre. Et c'est ça le dispositif démocratique. Dans un système, quand il n'y a pas mouvance et opposition, et que c'est-à-dire il n'y a pas un rapport de force, et que c'est la mouvance qui est la super puissante, tout peut se passer. Donc, autrement, Talon peut s'octroyer ou bien s'offrir un troisième mandat. Je vous rappelle que dans ce pays, il y avait une mouvance et tout s'est passé. Non, écoutez. Tout s'est passé non, dans ce pays. S'il veut, il aura un troisième mandat. Ne faisons pas, c'est-à-dire, soyons, oui, soyons réalistes. Soyons réalistes. Vous avez une boule de cristal, moi j'en ai pas. Non, soyons réalistes. Vous lisez dans les actes de Patrice Talon, soyons réalistes. Je suis de l'opposition depuis 2017. Et je sais en réalité qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport de force. Le rapport de force, c'est que le président de la République craint ceux qui sont en face. Et je ne dois pas commettre certaines erreurs. C'est comme quand on demandait à Boni Yaï d'empêcher, ça, ce n'est pas un secret. Quand on demandait à Boni Yaï d'empêcher Talon de venir, les Frédéric Bienzin et autres, je pense bien, j'ai suivi ça dans une émission, avaient fait une projection pour dire non, tu ne dois pas laisser tel revenir. Mais quand Yaï a vu les candidats Zanaï en face, il a dit mais non, si nous faisons ça, nous allons brûler le pays. Donc il faut laisser tout le monde venir au pays. Donc aujourd'hui, si Talon décide de s'octroyer ou bien de s'offrir un troisième mandat. Il s'est donné un deuxième mandat, un second mandat. Donc, il a la possibilité de s'offrir un troisième mandat. Prévu par la Constitution. Non, on n'a pas eu une élection en 2021. Ça, ce n'est pas une élection. Donc, s'il le fait, il peut se donner, il peut s'offrir un troisième mandat. Alors, si ces acteurs politiques ont la confirmation, parce que des gens ont encore le doute que le boss, comme on le dit, ne veut pas partir. S'ils ont cette confirmation à la veille de 2026, non. Ce qu'on va vérifier dans le temps, on ne tire pas. Vous aurez le temps de le constater. Je l'ai toujours dit sur des plateaux. On était sur un plateau, je vous ai dit que d'ici quelques jours, vous allez constater la démission des formations politiques comme l'UDBN et autres. Je vous ai appelé, je vous ai dit, j'ai dit ça. Et ce que je dis sur ce plateau à la veille de 2026, je vais vous appeler pour vous confirmer ma position actuelle. Voilà. François Xavier, vous voulez réagir là? Oui, bon, moi je ne tire pas les cartes comme Albert Randézy. Je n'ai pas cette compétence, je ne vais pas me projeter dans le futur. Non, je pense que je considère que... Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que son analyse tient? Si on fait foi à ces hypothèses, oui, je suis un mathématicien, oui, donc ces analyses peuvent tenir selon ces hypothèses. Moi, je n'ai pas les mêmes hypothèses que lui. Moi, mon hypothèse, c'est que le chef de l'État s'est engagé. Il a redit, qu'il est dans son second mandat. Il a même précisé, second, pas deuxième, son second mandat. Donc, quand on dit second, il n'y a pas de troisième. Il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté des forces politiques de l'homme. Non, c'est la volonté du peuple qui compte. Les forces politiques, c'est la volonté du peuple. Il a fait du mandat unique une conviction dans ce pays. Oui, donc ça, c'est son problème de conscience. Oui, voilà, c'est ce que... Ça n'engage pas le peuple. Mais écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui croire en ce Français. Si on est, c'est-à-dire si on se réfère, puisque nous sommes acteurs d'un passé, et puis nous sommes les mêmes. Voilà. Donc c'est possible que Talon. Rien n'est impossible. Voilà. Donc ne dites pas que. Ne croyez pas en ces. Je ne suis pas. Moi, j'y crois. Habib a soulevé
une hypothèse en disant que beaucoup de personnes sont partisans du président Patrice Talon, pas parce qu'ils approuvent les idéaux. Oui, mais ça c'est fait preuve de naïveté, ce n'est rien de nouveau. Même dans votre propre parti révolutionnaire, vous allez dire que tous ceux qui vous entourent croient en ce que vous dites. Il y a des opportunistes, il y a des artisans qui sont là, il y a même ceux qui sont là pour faire échouer votre affaire. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Non. On va dire qu'il n'y a rien de nouveau si dans le bateau, il y a des gens qui portent la vision. Est-ce que le bateau est tenu? Non, mais le bateau est tenu. Le bateau est tenu par qui? Pas Patrice Talon. Pas Patrice Talon. Mais Patrice Talon est biologique. Il est un passant. Oui, mais on l'a élu pour un certain nombre de mandats. Donc le problème ne se pose pas. Non. Ce qui est dangereux pour le peuple, c'est que aucun pays ne peut se développer dans un contexte de rupture. C'est-à-dire, si nous devons continuer, c'est-à-dire, il ne peut pas avoir de rupture permanente, c'est vrai. Voilà, je comprends ce que vous dites. Il y avait des gens qui portaient... Parce que quand j'écoute chaque partisan du pouvoir, et j'écoute le président de la rue, je remarque nettement que non, ce que le président dit, il est le porteur de cette vision, mais les autres sont carrément à part. Voilà, je suis d'accord avec Autrement, je vais vous dire la chose. Celui qui va remplacer Patrice Talon, ne va pas continuer la dynamique de Patrice Talon. Voilà. Du moment où il ne comprend même pas cette dynamique. Je vous dis ce que j'en pense. Et c'est dommage. Je vous dis ce que j'en pense clairement. Je suis d'accord avec vous. Sur la dernière phrase. Oui, sur la dernière phrase. Je suis d'accord avec vous. Mais je vois le problème autrement. Si après Patrice Talon, il advenait qu'un homme politique ou une femme politique vienne foutre le bordel dans tout ce qu'il a posé comme acte et comme progrès pour notre pays, ce sera d'abord sa responsabilité. Il est de la responsabilité de chaque homme politique, même quand vous n'êtes pas engagé. C'est un peu, je vais donner un parallèle. C'est un peu comme la crise ivoirienne, après Houphouët-Boigny. On dit oui, Gbagbo, Ouattara. Non, c'est d'abord la faute d'Houphouët-Boigny. Parce que quelqu'un ayant... ce n'est pas parce que vous avez gouverné et vous êtes parti que l'après ne vous concerne pas. Donc, le problème que vous posez est un problème réel. Mais je dis une bonne partie de la réponse à cette question appartient à celui qui est là. Parce que si après vous, c'est le chaos, c'est d'abord votre responsabilité. C'est un peu trop facile de dire, les gens, non, c'est d'abord votre responsabilité. Et en sachant que cet homme est un homme de responsabilité, je ne lis pas, tout est possible dans la vie. Mais je pense fondamentalement, au point, la manière dont il s'investit dans son œuvre, je ne pense pas qu'il traitera cette question avec légèreté. On peut comprendre pour moi, à travers vos propos, tout est possible. Qui doit normalement imposer quelqu'un. Non, quand je dis imposer, pour que celui qui viendra c'est question de logique, ne fasse pas une normale. Non, mais quand c'est imposé, c'est toujours l'échec. Quand c'est imposé, vous savez. Oui, voilà, non, on est d'accord. Une machine du genre. On est d'accord. Je serais très content pour mon pays si autour. Il venait vous chercher. Non, pas moi. Voilà. Pas moi. Non, pas moi. Vous refuseriez ce service au bénéfice des Béninois? Non, en 2026, je n'ai pas 41 ans ou bien 40 ans. Alors, de quoi s'agit-il? Si autour de Patrice Talon, il y avait une dynamique, si Talon était porteur d'une dynamique, il est porteur d'une vision. Certes, on ne peut pas le nier, quelle que soit notre position politique, à travers ses discours, vous voyez de l'ambition. Mais il n'est pas porteur d'une dynamique. Et quand un pays a à sa tête seulement une vision, la vision va s'arrêter parce que chaque président a une vision. Oui, évidemment. Et ce qui a tué le Bénin jusqu'à présent, c'est que ceux qui viennent au pouvoir ne sont pas porteurs d'une dynamique. C'est-à-dire, si le président de la République tombe aujourd'hui, celui qui viendra ne va pas continuer comme Patrice Talon, malheureusement, puisqu'il n'est pas on n'est pas dans une dynamique. Et c'est ce que je pose comme problème aujourd'hui. Merci à vous, Habib Ahanissi. Déjà, on va taper. Les gens sautent de gauche à droite. Patrice Talon on est progressif aujourd'hui. Il ira à la fin de son mandat. Nous sommes, et il préparera la suite. C'est notre souhait, c'est notre souhait. C'est notre souhait de 2026. On aura davantage d'éléments avec beaucoup plus de certitude pour apprécier. Nous n'allons pas focaliser le débat sur cette question-là. Il y a également une actualité qui a cristallisé l'opinion cette semaine, notamment l'adoption d'un décret portant transmission au Parlement pour modification du code de procédure pénale. Alors dites-nous, François Xavier, lorsque vous avez lu le compte du Conseil des ministres, quelles ont été vos appréhensions? Déjà, j'attends peut-être de voir
le test qui sera présenté, même si les grandes lignes ont été... Mais on parle de nouvelles prérogatives du président de la République. Non, le test ne passe pas de nouvelles prérogatives. Le test du Conseil des ministres ne parle pas de nouvelles prérogatives du président de la République. Le test pose deux questions. Et lesquelles? Dans le code pénal existant, il y a des possibilités de ce qu'on appelle des aménagements de peine. Les aménagements de peine, par exemple, c'est la possibilité qu'on vous offre de toujours assumer votre détention, mais hors des prisons. Ça peut être avec interdiction de quitter le territoire, ce qu'on connaît déjà, par exemple, liberté conditionnelle, ou bien assumer une peine. C'est bon, non pas liberté conditionnelle, parce que ça, ce n'est pas encore jugé. Mais une fois que la chose est jugée, le prévenu est jugé, oui, vous pouvez exercer votre peine autrement que d'être en prison. Par exemple, ce qu'on connaît, le truc le plus basique, c'est par exemple un bracelet électronique. Vous pouvez rester chez vous, vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles, mais en n'étant pas peut-être à moyen des obligations d'aller pointer à tel commissariat, ainsi de suite. Il y a beaucoup de possibilités. Mais ce que la loi permet, ces aménagements ne sont prévus que pour les peines correctionnelles, pas pour les peines pénales, pas pour les crimes de sang, pas pour tout ce qu'il y a comme criminel. Donc, quand on lit le Conseil des ministres, on lit la volonté d'étendre le champ de ces aménagements de peine, non seulement donc, du correctionnel au pénal. Donc, ça puisse couvrir toutes les peines qui sont inscrites dans le code pénal. Donc, du coup, ça ouvre des possibilités. Oui, donc, ceux qui ont été condamnés pour des peines criminelles, de pouvoir avoir accès à des aménagements de peine. Maintenant, le type d'aménagement de peine qui sera prévu, ça c'est il faudra voir le test pour voir très précisément ce qu'ils mettent dans le test. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais pour le moment, je ne vois pas exactement quel type d'aménagement de peine le gouvernement veut introduire mais déjà, c'est élargir le champ à des peines correctionnelles. Alors, une telle initiative serait profitable à quelle catégorie? Non, je vois déjà, puisque ça s'est emballé depuis sur la toile, oui, il n'y a pas que, pour vous répondre directement, il n'y a pas que les politiques qui sont en prison pour des faits d'atteinte à la sécurité de l'État ou de terrorisme. Il y a ceux-là qui sont concernés, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en prison pour meurtre, pour ainsi de suite. Ça concerne un champ. C'est vrai que de suite, si on veut faire l'analyse dans le champ politique, on va dire, ah oui, donc aujourd'hui, peut-être qu'il serait possible pour certains qui sont en prison, qui ont été condamnés pénalement, d'avoir des aménagements de peine sur la foi de cette procédure. Donc, effectivement, ça peut ouvrir des possibilités pour des personnalités politiques ou publiques qui sont en prison et qui répondent, qui sont dans ce champ-là. On va écouter le politique sur la même question. Alors, ne tournons pas autour du pot. Non, moi, je ne veux pas. Je dis ce que le test dit. Je pense que oui, le président de la République cherche l'issue nécessaire pour ramener la paix. Parce que, qu'on le veut ou pas, même s'il y a pas... C'est une bonne initiative. Ouais, mais si on n'est pas en affrontement, il faut dire qu'on est en guerre. On est en guerre du moment où... Ah, vous êtes en guerre? Oui, on est en guerre. Contre qui? Vous êtes en guerre contre qui? On est en guerre, la classe politique. Mais vous êtes en guerre contre qui? Non, dites-moi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui. Le climat politique reste très tendu. Ah bon, mais je vais vous voir très détendu. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, du moment où, aujourd'hui en prison et en exil, les grandes figures de l'opposition, qu'on le veut ou pas, soit sont dans nos prisons ou bien en exil. Pour vous, quelle est la plus grande figure de l'opposition politique à Baristano? Non, vous ne pouvez pas. Non, vous avez parlé de grandes figures, peut-être vous avez un classement. J'ai parlé des grandes figures. Oui, mais la première grande figure. Non, ne m'amenez pas à rentrer dans ces considérations. Oui, parce que lorsque vous dites que les grandes figures sont hors du pays... Je ne voudrais pas répondre à cette question. Certains désiraient, par exemple, Yahi. Vous connaissez, non, Yahi n'est pas une grande figure de l'opposition chez moi. Vous voyez, c'est pourquoi je ne voudrais pas répondre à cette question. Mais son charisme politique a servi. Non. Yahi est une figure de l'opposition.
Ok. Bon, il y a quelques années, c'était pas très surprenant d'entendre ça de votre bouche. Non, Donc, Yahi n'a jamais été une grande figure de l'opposition. Non, j'ai Si dit, vous permettez. Yahi est une grande figure de l'opposition, mais Yahi n'est pas la plus grande figure de l'opposition pour moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est pourquoi je parlais des grandes figures de l'opposition. Je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations. D'accord. Je suis homme politique et Oui, je parmi connais... les grands, il y a toujours un grand. Oui, mais non. Écoutez, Oui, parmi les grands, c'est qui ça le dépend. grand selon Non, vous? ça dépend de ma Sébastien Germain position. Agavon? Ça dépend de ma position et ça dépend de mes rapports avec la classe politique à laquelle j'appartiens. Oui. Parce que si vous posez la question aujourd'hui, au vu des lois électorales, on dira que la grande figure de l'opposition, c'est un certain Paul Rompert, n'est-ce pas? Mais chez moi, il n'est même pas une figure de l'opposition. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations. Alors, cette loi, on doit accélérer les choses pour que cette loi soit vite votée, afin que le président de la République, Patrice Talon, ait les moyens nécessaires pour gracier les gens comme les Ricky Amadougou, les Joël Aïbor, les Komi Koutié, les Sébastien Adjavon et tous ceux-là. Oubliez Eliadi Soglo. Oui, Eliadi Soglo. Ça va nous permettre, ça va permettre... Sans oublier quand même Valentin Guénontin. Oui, ça va permettre... Alors, va permettre de gracier les gens qui n'ont pas fait la prison. Non, c'est possible. Ah, c'est possible. De toute façon, nous n'avons pas... J'ai toujours dit sur ce plateau que le président de la République a cette capacité, a le génie nécessaire, a la force nécessaire de régler tous ces problèmes. Vous savez, on est entre des hommes et nous savons, si on veut parler réellement, si on veut dire ce qui est, nous savons. Hein, Monsieur Xavier, nous savons. Non, je sais que c'est vous. Nous savons. Ce n'est pas pour la première. Ce n'est pas pour la première. Heureusement qu'il y a des gens qui disent ce qui est. Qui ont pour profession. C'est pas pour la première fois. Et pour des problèmes politiques, il faut trouver des solutions politiques. Il faut trouver des compromissions et des compromis politiques afin de ramener la paix. Et c'est une très, il faut le reconnaître, c'est une très belle initiative. Merci. Je pense qu'il est en train de se créer une porte de sortie honorifique, honorable ou bien honorifique. Et s'il continue comme ça, je pense qu'il aurait réglé beaucoup de problèmes avant de partir. Avant de partir. Je crois que le projet est transmis au niveau du Parlement. Nous allons peut-être suivre cela de très près pour voir. Avant de partir. Y revenir. Alors, avant de partir, il a précisé. L'autre sujet. Il a répondu à l'autre interrogation. L'autre sujet qui a défrayé la chronique cette semaine, ce sont les imperfections et les recommandations au sujet de la liste électorale informatisée provisoire. Nous avons lu dans la presse locale que le chef d'État serait même fâché et ordonné à la NIP de reprendre le travail. Dites-nous, François Xavier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ah, je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec la liste? La liste, avec le président. C'est la presse qui l'a annoncé. À la presse, ok. Il est évident qu'il y a des dysfonctionnements patents. Il a fallu même que le patron de la NIP, le gestionnaire mandataire, comme on l'appelle, fasse une sortie explicative avec l'ensemble de la presse pour donner les explications concrètes. Il est évident qu'il y a des dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements doivent être corrigés au plus vite parce qu'il ne faut pas... surtout ce qui moi m'inquiète, ce sont les dysfonctionnements liés à la praticabilité de cette technologie, des problèmes de connexion ici et là qui peuvent entacher telle procédure, ça pose problème. Il y a le député de Peunko, de Coupago, la 14e. Voilà, qui a fait une liste, qui a fait un tableau précis des dysfonctionnements dans sa circonscription. Donc je pense que toutes ces choses doivent être corrigées au plus vite. Et si le président de la République, si on fait foi à ces informations... Vous n'avez pas la presse locale? Oui, vous n'avez pas la presse locale. Ça en fait une préoccupation. Je pense que c'est tout à fait légitime parce que c'est une affaire de crédibilité des prochaines élections. Il ne faut laisser aucune place à la suspicion. Donc je pense fondamentalement que la NIP a du travail à battre, en tout cas essayer de déjà corriger ces dysfonctionnements et se mettre d'accord, en tout cas essayer de rassurer les uns et les autres. Parce que s'il y a problème sur la liste, c'est que ça jette du coup un discrédit sur la fiabilité des résultats des prochaines législatives. C'est vrai que le processus tel qu'il est expliqué offre beaucoup de possibilités. C'est-à-dire aujourd'hui,
Je pense que même c'est en voulant peut-être corriger les dysfonctionnements d'antan que d'autres dysfonctionnements sont apparus. Parce qu'avant, vous pouvez avoir, par exemple, Habib Arandessi a toujours voté à Akpakpa, et du jour au lendemain, on le parachute à Calavi. Aujourd'hui, la possibilité, cette correction peut être faite séance tenante. C'est-à-dire cette correction peut être faite séance tenante et être implémentée en quelques minutes. Maintenant, c'est de la technologie. Parfois, lui-même, il a dit, le gestionnaire mandataire l'a évoqué, parfois dans certains endroits, la tablette peut se planter, des problèmes de correction. Donc, ça peut foutre un bordel dans tout ce qu'il y a comme fichier à des endroits précis et fausser complètement les calculs. Et d'abord, les prévisions des candidats. Parce qu'évidemment, c'est sur cette fonction que vous faites toute votre stratégie et que vous allez vers les populations. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, si le président de la République a tapé du poing sur de la table, c'est légitime. Et donc, il faut qu'il mette les bouchées doubles pour que ce qui doit être réglé sur le plan technique soit fait. Moi, c'est ce que je pense. Donc, le travail sera repris. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, Habib Arandessi? Je le pense aussi. L'une des raisons de crise électorale, je pense qu'il y a... Tout part de la liste. Oui, l'une des raisons de crise. Dans tout pays, l'une des raisons de crise électorale, il y a les listes électorales informatisées bâclées. Donc, c'est déjà très bien de prendre en considération les observations du député, je pense, Hassan Seydou de la 14e, et aussi de prendre des mesures. Vous savez, quand j'ai écouté les raisons que des gens ont avancées, notamment le gestionnaire mandataire de l'ANIP, je pense que le président de la République a une responsabilité dans ce qui se passe. Le gouvernement a une responsabilité du moment où nous sentons un manque de moyens mis à la disposition de cette agence. On ne peut pas être dans un pays où on va parler de connexion Internet, manque de connexion, tablettes plantées. Je pense déjà que le président de la République, en recommandant la reprise des opérations, il doit aussi débloquer les moyens nécessaires pour permettre à cette agence de fonctionner normalement. L'autre chose est que l'ANIP doit être un peu crédible, doit faire l'effort d'être crédible, parce que nous savons ce qui se passe au niveau des listes électorales. Soit c'est une main invisible qui crée les troubles, afin de récupérer une partie de l'électorat d'un candidat. C'est comme ça se passe très souvent. Donc, l'ANIP doit faire l'effort d'être crédible et de ne pas servir un camp politique. Je pense que quand j'ai lu la correspondance du député, il a posé également ce problème. Et que les choses soient vite faites afin que nous ayons une liste. Je pense qu'on revient à la liste de 2021 en attendant de faire les réajustements. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'ANIP manque de moyens? Je ne pense pas que la Ligue sera reprise. Parce qu'il n'y a pas le temps matériel pour ça. Non, le président de la République a recommandé qu'on réaffiche la liste de 2021 et qu'on fasse les ajustements. Ok, d'accord. Oui. Parce que la liste de 2021, selon le président de la République, ne souffrait pas trop d'irrégularités. C'est bien ça, pour ce que j'ai lu quand même. Mais est-ce que vous pensez que l'ANIP manque de moyens, selon vous? Bon, c'est à eux de le dire. Moi, je ne travaille pas avec eux. Oui, mais quand on parle de problème de connexion, manque de connexion, tablettes plantées, tout ça, oui, non, ça veut dire qu'il y a un problème ce que vous oubliez, c'est qu'il y a encore des zones blanches dans notre pays. Quand on parle de zones blanches, c'est des zones qui n'ont pas encore d'accès à Internet, qui n'ont que des connexions, comment on appelle ça, des connexions... en tout cas, il y a des bornes, ce n'est pas des bornes filets de fibre optique comme nous, on l'a à Cotonou, qui ont encore des connexions radio. Donc évidemment, quand vous avez des connexions radio dans certains s'il n'y a pas un maillage total du territoire, évidemment que dans des zones, ce qu'on appelle zones blanches, il peut y avoir des problèmes de connexion. Mais évidemment, c'est vrai que pour réussir ce type d'opération, il faut, surtout comme s'il s'agit de technologie, il faut déjà les dernières technologies, il faut que de toute façon l'appui technique soit au niveau. Donc, des problèmes de fonctionnement, c'est à eux de le dire, mais si ça existe, il faut que ce soit corrigé. Donc, je pense que comme le président de la République n'a pas pour habitude de prendre les problèmes isolément, certainement que tout ça a été vu et revu et les instructions seront données. De toute façon, nous allons suivre. Nous sommes à quelques mois des élections législatives, notamment à 3 mois. Le débat reste ouvert. Nous aurons le temps de suivre davantage ce dossier. Merci à vous, Habib Arandessi, d'être passé. Merci, Kader. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur du parti du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas encore un parti. Non, un parti politique. Merci également à vous, François Xavier Noumon. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste
analyste chronique politique. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. C'est grâce à vous que nous nous évertuons à effectuer cette émission tous les samedis. Merci pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec le maire de la commune de Poubert, Adebayor Dina.